Mais est-ce que les femmes ont vraiment une place en tech? Bien sûr, les femmes ont tout à fait leur place dans la tech. C'est quoi la plus grosse arnaque que, par exemple, tu vois servir aux clients dans ces cabinets-là? J'avoue qu'on dit qu'on est des vendeurs de PowerPoint, c'est qu'il n'est pas faux. Si tu avais là tout de suite une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais? Ça, c'est sauver Goma. Transformation digitale en Afrique, c'est un mythe ou c'est une réalité? Non, c'est une réalité. T'es Ouais. sûr? Oui, oui. Batonga, c'est fort des... Bienvenue dans Batonga, le podcast où les élites africaines vous disent tout sans filtre. Si c'est la première fois que vous me voyez, je suis Béranger Guédou, entrepreneur et podcasteur. N'oubliez pas de vous abonner afin de nous donner de la force. Car ici, on parle d'Afrique, ici, on parle de business, on parle de motivation, mais surtout, on parle d'excellence. De la finance et du digital à la tech au féminin, mythe ou réalité. Andrea est à la croisée des chemins entre transformation digitale, inclusion des femmes et stratégie d'entreprise. Mais derrière les grands discours, les amis, derrière les grands discours sur l'innovation et la diversité, quelle est la vraie réalité du terrain? Est-ce que l'Afrique francophone est en train de rater le train de la révolution numérique? Pourquoi est-il si difficile pour les femmes d'accéder au financement dans la tech? Est-ce que la transformation digitale dont on parle tant, est-ce que en Afrique c'est un vrai changement ou juste un effet de mode pour attirer les investisseurs? C'est le moment de tout décortiquer sans filtre avec Andrea. Sans plus tarder les amis, allons à sa rencontre. Pam. Est-ce que Andrea, tu peux te présenter pour ceux qui nous font l'affront de ne pas te connaître? Bonjour, je m'appelle Andrea Lunga-Bouyamba, donc je suis consultante en transformation digitale et je suis fondatrice du réseau African InTech, qui est un réseau d'expertise qui réunit des experts en technologie et qui a maintenant 3 chapitres, donc un en Côte d'Ivoire, Abidjanaise InTech, un au Sénégal, Sénégalaise InTech et un au Togo, Togolaise InScience. D'accord, super. Et bah, si tu avais là tout de suite une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais? Quelle cause tu défendrais? Par exemple, éradiquer la faim, sauver Goma, on voit l'actualité malheureuse avec le Congo, ou autre cause? Mmh. Bah, c'est vraiment ça, c'est sauver Goma et pas que Goma, mais c'est même tout le Non, Congo. une seule cause. Oui, c'est ma cause et c'est vraiment pas parce que c'est l'actualité, c'est vraiment quelque chose, qui fait partie de mon histoire depuis. D'accord, donc tu préfères sauver Goma que Ouais. sauver Palestine, par exemple. J'ai pas de préférence, mais en tout cas, moi, par rapport à mon histoire, sauver Hmm. Goma, c'est la baguette, enfin, c'est ce pourquoi j'utiliserai la baguette Ok. et en plus, c'est un très grand rapport avec la tech, donc Yes, yes, yes. C'est quoi le rapport? Mmh. Le rapport, c'est que les causes de tout ce qui se passe, c'est les minerais. Donc les minerais qui servent à faire fonctionner toutes les technologies, donc le coltan, etc., etc. Ok, ok, ok. Très clair. Et on voit que tu as un parcours international. Tu as fait la France, l'Afrique du Sud, Dublin, etc. C'était quoi ton plan au départ? Tu voulais devenir, bah, déjà, est-ce que tu as toujours pensé à devenir une boss dans la tech en Afrique ou c'est un gros hasard? Alors, c'est un gros hasard. Justement, j'ai fait tout ça parce que je n'avais pas de plan. Donc, Hmm. j'ai très tardivement su ce que je voulais vraiment faire au niveau professionnel. Donc, durant toutes ces années, j'ai toujours fait ce que j'aimais. Et c'est en ayant le recul de voir que tout ce que je faisais avait toujours un rapport avec 3 tangentes, on va dire. La gestion de projet, parce que j'aimais aussi accompagner, développer des idées, développer des projets. L'entrepreneuriat aussi et l'innovation et puis le digital. Donc finalement, c'est bien plus tard que j'ai réussi à relier toutes ces expériences pour en faire ce que je fais maintenant. Mais sinon, tout ça, c'était vraiment l'aventure à chaque fois, la curiosité, l'envie de compléter des skills, l'envie de compléter des expériences que je n'avais pas encore faites, Hmm, qui m'ont amené à aller tout ça, hmm, à faire tout hmm, ça. Ouais, très clair. Et du coup, on sait que bah, à l'échelle internationale, les femmes ne sont déjà pas très bien représentées dans la tech. Maintenant, quand on parle de la tech en Afrique, déjà la tech presque inexistante en Afrique, c'est quoi qu'est-ce que tu fais comme constat? Est-ce que c'est les mêmes Mm. tendances ou est-ce que c'est complètement différent?
Ok, donc oui, c'est pas inexistant, c'est vraiment, on va dire, oui, la sous-représentation qu'il faut vraiment mettre en avant. Dans le monde, déjà, oui, c'est vrai. Quand on regarde les plus grandes entreprises technologiques, etc., il n'y a pas encore d'équilibre, on va dire, dans les datas. C'est le même constat sur le continent. On peut même encore descendre plus bas, hein, faire francophone, anglophone et voir encore une différence. Euh, et du coup, c'est pour ça que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est capitaliser sur l'existant, le valoriser, le mettre en avant pour renverser cette balance-là, en fait. Hum, Ok, on va revenir sur ce sujet-là un peu plus Ok. tard. Euh, j'ai vu du coup dans ton parcours que tu as travaillé sur la domination chinoise en Afrique. C'était c'était un peu lié à tes études en intelligence économique. Mhm. Euh, Quel est le constat en 2025? Qui domine qui? Est-ce que c'est la Tu as Russie? fait des recherches, hein? Est-ce que c'est la Russie? Est-ce que c'est la Chine? Est-ce que c'est la France? Oui, c'est vrai. J'ai fait. Ok, donc j'ai fait effectivement une thèse sur. Donc, la domination, c'est pas le thème. C'est plutôt, on va dire, des résultats, on va dire. Sinon, oui, l'objet, c'était vraiment comprendre la relation, enfin l'impact de la relation sino-africaine sur l'aspect sociétal, économique pour le continent. Effectivement, donc quand je l'ai fait, c'était en 2014 Hum, et c'était très intéressant de faire ça. En fait, parmi les résultats, donc oui, effectivement, il y a une domination dans les négociations. euh, Dans les négociations, la Chine est plus forte. Euh, Dans les contreparties, c'est pas tout le temps équitable, etc. Mais une des conclusions intéressantes que j'avais remarquées à l'époque et que je vois toujours aujourd'hui, hum, c'était que la Chine avait vraiment mis en place une stratégie hum, qui est très observable quand on regarde toutes les différentes recherches, actualités et faits qu'il y a eu sur cette relation sino-africaine. On voit que ça commence à une certaine année avec le grand sommet où tous les présidents étaient allés en Chine. Puis yes. ensuite, il y a eu le développement de centres de recherche euh, financés et gérés par la Chine. Ensuite, il y a eu les entreprises, etc. Donc, on voit vraiment qu'il y a une stratégie à ce niveau-là et même plein de recherches qui sont faites à leur niveau et qu'on voyait pas la même chose de notre côté. Hum, Donc du coup quand tu es face à un pays qui a déjà établi une roadmap ouais, sur plusieurs années et face à un continent qui a pas il y a pas forcément de ouais, stratégie ouais, ouais, sino-africaine ouais, mais réalisée par le côté hum, africain. hum. Donc c'était vraiment ça ma plus grande conclusion, on va dire, enfin observation sur cette thèse. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas vu de différence à ce niveau-là. Ouais. Mais est-ce que tu te dis pas, tu vois, genre, actuellement, on collabore pas mal, les pays africains, je veux dire, l'AES et tout le reste, collaborent pas mal avec la Russie, collaborent pas mal avec la Turquie même. Mm. Est-ce que tu ne penses pas que ces relations sont de plus en plus réfléchies ou, voilà, et d'ailleurs, deux questions en une, pourquoi est-ce que bah, les pays africains ont tendance actuellement à se séparer de la France? Est-ce que tu vois, je sais pas, un mouvement de la France vers d'autres pays ou Enfin, la est-ce que la question Chine est vaste. et est-ce que la Chine est préférée à la France? Quoi? Je sais pas si on doit utiliser les termes préférés Mm, et enfin, je pense que oui, c'est des stratégies. Je vois beaucoup de ripostes. Je sais pas si c'est vraiment des choses qui mm, ont été anticipées. mm, Donc, je pense que justement, bon, après moi, je suis très stratégie, méthodologie, etc. Donc, clairement, tout est enfin, il y a des stratégies partout, hein, que ce ouais, soit voilà, du côté de la France qui doit maintenant changer sa stratégie, que ce soit du côté même des pays africains qui eux aussi doivent changer la stratégie, parce que toutes ces mutations-là, elles impactent énormément de choses en fait mm, enfin, d'un côté et de l'autre. Donc, oui, 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 il y a vraiment, enfin, il y a vraiment beaucoup de stratégies derrière. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est vraiment
je vois on est plus dans la riposte, je pense, que vraiment dans l'anticipation. Et, et je pense aussi que je sais pas à quel niveau la société civile est embarquée dans tout ça, mais on devrait, parce qu'on est aussi très directement impacté par tout ce qui se passe. Donc voilà, et c'est peut-être là ce qui nous manque aussi, c'est peut-être aussi écouter la voix. Je pense que les décisions sont prises beaucoup trop haut, alors que c'est des sujets importants qui impactent vraiment la société, etc. Yes. On peut vraiment trouver tous les domaines. Enfin, je veux dire que même la tech, à un moment, sera impactée par tout ça. Donc voilà. Yes. Ok. Et pour revenir un peu du coup sur la transformation digitale, puisque voilà, c'est ton domaine de compétences. Est-ce que tu penses que, je ne sais pas, euh, beaucoup de personnes parlent de la transformation digitale, on en parle, il y a pas mal, en Côte d'Ivoire par exemple, il y a pas mal d'événements autour du sujet. Est-ce que tu penses que les entreprises africaines ont vraiment euh, compris le truc et est-ce qu'elles sont prêtes pour cette transformation digitale là où tu vois plus euh, je sais pas, l'utilisation du papier et du cachet administratif? Franchement, c'est une bonne question parce que déjà, il n'y a pas qu'une seule réponse, parce qu'il y a tellement de types d'entreprises et il y a tellement de niveaux de maturité différents dans les entreprises. Il y en a qui sont prêtes et il y en a qui ne sont pas prêtes. Et il y a un gros effort à faire au niveau des talents, on va dire, ou des compétences qu'il faut engager dans les entreprises pour être capable de faire son assessment au niveau de la maturité digitale et de définir vraiment qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, c'est pas parce qu'on voit une nouvelle technologie super qu'il faut tout de suite l'implémenter dans son entreprise parce que peut-être que ça correspond même pas. Tout ce qui est voilà, tout ce qui est technologie basée sur la data, etc. Bon, déjà si la data est sur L'intelligence papier, artificielle, tu veux dire? oui, l'intelligence Ouais, artificielle, et en même l'occurrence. enfin, déjà Ouais, de la data qui est sur papier, donc déjà c'est ouais, compliqué. Donc peut-être qu'avant ouais, d'arriver à cette étape-là, il y a une autre étape à ouais. faire. Donc et ça aussi, oui, je pense que c'est important parce que c'est vrai que malheureusement, il y a tellement d'informations. Il y a tellement d'informations et souvent les entreprises sont pas forcément bien conseillées. Donc, ce qui est important, je pense que pour chaque entreprise, c'est déjà de faire vraiment son audit, à quel niveau j'en suis et où est-ce que je vais aller et ça répond à quoi. Parce que aussi, il y a tellement, on peut tout faire avec Ouais, la tech, ouais, honnêtement. Il n'y a rien ouais, qu'on ne peut pas faire. ouais. C'est une question de moyens, c'est une question de compétences. Donc, il faut aussi définir, il faut vraiment mêler sa transformation digitale à un objectif aussi business, Ouais. à un objectif pour son entreprise ou pardon, un objectif pour son entreprise ou un objectif pour voilà pour sa vision, etc. Il faut que ce soit en lien avec quelque chose. Parce que sinon, si c'est juste faire de la transition numérique, c'est bien. Ouais. Mais à quoi ça répond et à quelle étape on en est pour savoir par quoi on commence. Mais en général, aujourd'hui, c'est quoi le bilan pour l'Afrique? Est-ce que on est derrière? On est toujours... Est-ce qu'on a changé nos habitudes? Oui, quand même, on a changé nos habitudes. Oui, oui, quand même, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Même moi, ça fait 3 ans que je vis en Côte d'Ivoire. Ça fait 3 ans que je vis en Côte d'Ivoire. Je vois le changement, même à mon niveau. Je fais de plus en plus de choses en ligne, même si c'est pas encore tout, on n'est pas encore à un certain niveau. Mais quand même, on fait plus de choses, on fait de plus en plus de choses en ligne. Il y a de plus en plus d'offres d'emploi sur Cette thématique-là. ouais, sur ces thématiques-là, alors qu'avant, il n'y en avait pas beaucoup, ou alors les recrutements étaient tous faits à l'international. Donc, si, il y a du changement. Il y a du changement, même dans les thématiques des différentes initiatives ou des événements. Honnêtement, on est au même niveau de discussion. Voilà. Après, ça va plus être, on n'a pas forcément tout le temps les moyens de mettre en place certaines choses, ou on n'a pas forcément... mais je ne sais pas si tu as compris ce que je veux dire. Je comprends du coup que justement, on évolue un peu plus chaque jour avec le digital, comme On tu le disais, évolue un peu plus chaque jour de avec par le digital. le boulot, C'est ça. enfin les offres d'emploi dans ce sens-là qui C'est ça. augmentent Donc, il y a et aussi l'évolution. les Oui, oui, oui. usages. Ouais. C'est vrai? Mais, Ouais. mais oui, il y a quand même des sujets sur lesquels on n'en discute pas encore, on ne le fait pas encore. Ouais. Donc, voilà. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que ça n'évolue pas. Mm. On peut pas le dire.
Mais il y a beaucoup trop de grosses entreprises qui ont énormément de papiers. Aujourd'hui, quand tu vas Oui, créer un compte bancaire, par oui, exemple, oui, il y a certains trucs, on te demande au format papier, tu bien dois mettre sûr, des oui, cachets, bien tu dois sûr. faire, Mhm, alors que tu te dis, bah, la signature électronique, tu te dis plein de mhm, choses. Et même parfois dans l'administration, on mhm, t'exige des signatures manuscrites mhm, quand tu peux signer électroniquement. bien Ça veut sûr. dire que si tu n'es pas en Côte d'Ivoire, bah, tu Oui. peux pas signer. Bah, en fait, souvent, il y a des technologies qui doivent être aussi accompagnées par la réglementation, on va dire. Donc, si je prends la signature électronique, je pense que pour faire la signature électronique, techniquement, c'est rien. C'est pas Hum, grand-chose. Faut juste, voilà. Techniquement, c'est pas grand-chose de mettre en place la signature électronique. Maintenant, est-ce qu'une entreprise, telle qu'une entreprise, on va dire, dans le domaine bancaire, a le droit de mettre en place cela sans qu'il y ait la réglementation en vigueur qui lui autorise? Pas hum, tout le temps. hum. Et c'est là où on peut aussi avoir ce retard qui est observé, qui des fois n'est pas que forcément lié à la tech, parce qu'on a des Mais il peut être développeurs qui savent faire ça, réglementaire, ouais. mais ça peut être aussi réglementaire. En fait, donc il Hum, y a tellement de facteurs hum, qui jouent sur ça. Je sais que, voilà, par exemple, tout ce qui est enfin, tout ce qui est cloud, par exemple, infrastructure de cloud, etc. Là aussi, en termes de réglementation, bonne pratique, ou en tout cas recommandations au niveau de ce que ce soit BCAO, etc. Bref, de la hum, Banque centrale et tout, ils ont pris du temps aussi à concrètement dire aux entreprises du domaine bancaire qu'est-ce qu'elles peuvent faire hum. sur ça, sur l'hébergement des données en local, pas en local, etc. Donc Ouais. ça aussi, ça peut aussi freiner, on va dire, l'avancée de ces L'innovation, technologies, parce que même les entreprises, elles vont pas prendre le risque faire quelque d'implémenter chose de quelque chose et puis contraire, après elles vont se se faire fait taper, ouais. auditer Ouais. et ouais, voilà. Ouais. Donc il y a aussi ces facteurs-là qui jouent et c'est vrai qu'on on met pas en avant aussi ces facteurs-là, mais ils sont importants, surtout dans des domaines comme, on va en parler de la finance, donc on va rester dedans, comme les domaines bancaires. Et en plus, ce sont des domaines qui, quand même, quand on parle de tech en Afrique, encore aujourd'hui, tout ce qui est fintech, c'est pour l'instant ce qui domine le plus. Donc, Hum. c'est des éléments importants. Yes. Voilà. Et du coup, en restant dans le domaine bancaire, tu as beaucoup, par exemple, toi, tu as beaucoup travaillé sur la digitalisation bancaire. Bon, quand j'ai beaucoup travaillé, tu as travaillé lors d'une de tes expériences Mhm. sur de la digitalisation bancaire. Qu'est-ce que tu voyais par rapport aux innovations que vous emmeniez comme frein? Est-ce que c'était un manque de Mhm. compétences? Est-ce que c'est une peur de changement? Mhm. Ou par exemple, tu voyais plus je sais pas, un manque de vision Mhm. des décideurs. Qu'est-ce qui empêchait, par exemple, les projets de ne pas arriver à bout? Alors, moi, donc je pense par expérience, on peut l'étendre même au-delà du système bancaire. Euh, un des freins que je vois, c'est que il nous manque vraiment des plateformes qui soient aussi fortes que, que les grandes plateformes internationales. Hum, Donc, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand on va parler de gestion, voilà, de gestion dans les entreprises, on pense qu'à la même chose et on ne connaît que la même chose. hum. Donc, les SAGE, les SAP, Oui. etc., etc. Hum. Sauf que c'est pas forcément adapté à nos Au business, en contexte. fait. Donc, c'est-à-dire que des fois, tu peux avoir des compétences. On a des consultants sur toutes ces technologies. Mais c'est pas au niveau enfin, c'est pas au niveau de ça qu'il va y avoir des soucis, mais peut-être ça va vraiment être que ça, c'est pas forcément adapté, on va dire, au Hum, business, à nos réalités. Donc, il y a ça. Et après, il y a aussi beaucoup le côté conduite du changement. Et d'ailleurs, ça aussi était une de mes expériences. C'est que il faut, quand on est dans un projet de transformation digitale, il faut vraiment embarquer toute l'entreprise. hum, Et il ne faut pas négliger cet aspect-là. hum. C'est-à-dire que même quand on fait son Ok, budget il pour faut ce projet, prévoir la il faut conduite de prévoir changement. ça au même titre que que les fournisseurs, au même titre que les intégrateurs. Hum, C'est vraiment quelque chose de très important. hum, Et ça peut être aussi un des freins, souvent même un des freins, en plus de celui que j'ai cité sur le fait que la technologie n'est pas, enfin, ce qu'on a tendance à tout le temps à implémenter quand on parle de transition numérique, c'est pas forcément tout le temps adapté à nos business. Donc, il yes. faut aussi avoir des plateformes où on puisse connaître, parce que pour le coup, c'est vrai qu'on pense souvent à ça quand les entreprises ont du budget, mais il faut aussi faire confiance aux ERP qui sont développés en local, parce qu'il y en a des très Ouais. bons.
Et Il y en a des ça, très bons, ouais, mais parfois aussi, ce fait de se dire que, en on fait, préfère ce qui on vient, préfère ce qui voilà. est international. Or, Ouais, c'est pas tout le temps la meilleure solution. ouais, Enfin, rien qu'en termes de service client, SAV, parce que c'est bien beau d'implémenter, mais après, enfin, il faut aussi qu'il y ait le suivi. Et ça, ouais. tu seras beaucoup plus suivi avec quelque chose qui a été fait localement et adapté, toi, à ton business, Hum, qu'avec hum. des grandes solutions. Ok, bah du coup, j'ai une question pour toi. Ok. Est-ce que la transformation digitale en Afrique, c'est un mythe ou c'est une réalité? Non, c'est une réalité. T'es Ouais. sûr? Oui, oui. Là, Ok. c'est une réalité. Euh, Après, dans quel sens tu poses ta question? Non, 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 c'est juste pour résumer Si, tous nos propos. non, pour moi, c'est une réalité. Euh, Et c'est un cheminement, en fait. Hum, On est dans un cheminement. ok. Et un cheminement, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des écarts, il y a des erreurs, il y a des leçons, il y a du benchmark, il y a plein de choses. Et je pense qu'on est vraiment dedans. Hum, Euh, il y a beaucoup d'évangélisation aussi à faire hum. parce que souvent aussi, c'est pas toujours les bons termes qui sont, enfin, qu'on va utiliser. Ouais, Voilà, peut-être que transformation, transition numérique, ouais, digitale, ouais, etc. Il y a aussi ce besoin de expliquer, on va dire, les termes. Mais si, c'est une réalité et je pense, et jusqu'à présent, ça a quand même aidé à résoudre pas mal d'enjeux qu'on a. Et je pense qu'il faut voilà, continuer à miser sur le digital à un très haut niveau de décision dans chaque État, en fait. Ok. Donc, dans tes propos, tu disais justement que certains des ERP qu'on utilise n'étaient pas adaptés à l'Afrique, à nos contextes, alors qu'ils étaient bien connus ailleurs. Et bah, ça peut conduire, en plus des problèmes de conduite de changement, ça peut conduire à la non-adoption au final Mhm, bah, de toutes les nouvelles solutions qui sont mhm. proposées. Donc, moi, je te pose une question en un mot. Est-ce que la transformation digitale en Afrique, c'est une révolution ou c'est un buzzword? Hmm, Un mot. Comme le disait un sage, dis seulement un mot. Ça a l'air simple, mais c'est pas simple, hein. Ouais. C'est un besoin. Mais ça, c'est un buzzword. Ouais. Ouais. Je pense en Côte d'Ivoire aussi, hein. Oui, c'est un Ouais, besoin. ouais. Parce que c'est vrai que moi, en arrivant en Côte d'Ivoire, de loin sur LinkedIn, on a l'impression que bah, tout est déjà prêt, la vulgarisation est à son maximum et Non. que bah, il faut juste venir passer dans l'autre phase. Sauf que quand on vient, on se rend compte que mais en fait, il y a énormément d'événements Mhm, et que ça ne suit pas encore, il n'y a pas de mhm, suite, quoi. mhm, Et donc, j'ai exactement. plus l'impression que c'est un buzzword Mhm. aujourd'hui, surtout dans l'écosystème, que une révolution pour l'instant. C'est aussi vrai ce que tu dis, parce que ces projets-là, ça coûte cher. Hmm. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, etc. Mais ça coûte cher en fait d'engager son entreprise dans ce type de projet. C'est pas des budgets négligeables. Et souvent même, on va peut-être budgétiser quelque chose et arriver et doubler en fait, Hmm, hmm, doubler hmm, en fait ce budget-là, parfois même avoir des pertes même au niveau. C'est 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 pas c'est pas des budgets qui sont négligeables hmm, et il faut que les entreprises aussi soient prêtes à le faire. Donc, et souvent, elles ne le sont pas forcément financièrement. hmm, Donc, c'est vrai ce que tu dis, il y a aussi beaucoup hmm. cet effet Buzz, ouais, buzz. ouais. Il y a aussi beaucoup cet effet buzz. Il y a peut-être même une économie du buzz. Ouais. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut dire ça? L'économie ivoirienne du buzz. Si vous nous entendez, ne tapez pas sur nous. Il y a peut-être une économie du buzz aussi, mais, euh, mais ça aide aussi. En fait, D'une certaine peut-être manière, d'une ouais. certaine Ouais. manière, ça aide aussi. Ouais, à Voilà. garder le sujet C'est d'actualité. ça, ça aide Ouais. aussi à Ouais. susciter l'intérêt. Ouais. Parce que le problème, c'est que ça, c'est quelque chose qui doit s'étendre, pas forcément à des entreprises qui sont tech. Hmm, Donc, il y a énorme. Donc, c'est encore plus difficile, en fait. Parce hmm. qu'il faut vraiment faire de la sensibilisation. Ouais. Et souvent, cette buzz économie aide aussi Ouais. à avoir des opportunités auprès d'entreprises, de Ouais. décideurs Ouais. qui ne sont pas forcément dedans, Ouais. mais qui comprennent et qui savent et qui sont conscients des enjeux Ouais. et que du coup seront beaucoup plus ouverts
à entreprendre des actions, des Yes. initiatives. Bah, écoutez, continuons à buzzer. Bah, on voit, tu vois, on va dire le Big Four, Mhm, dans la place, on voit, tu vois, du conseil en stratégie tech, et finalement, on voit que ces boîtes-là n'accompagnent pas à l'implémentation. mm, Tu vois, elles peuvent aider, par exemple, à faire des schémas mm, directeurs, mm, des trucs, voilà. mm, Souvent, les schémas directeurs vont dans les tiroirs, après, ils sont pas forcément mhm, utilisés. Est-ce que c'est vraiment utile, du coup, la stratégie tech mm, dans un contexte africain, mhm, ouest africain francophone, mhm. ou c'est juste payer cher pour des PowerPoint bien designés avec beaucoup de couleurs? Alors, j'aime bien cette question. Alors, déjà, oui, c'est utile. Hmm. C'est utile. Ben, je suis de cette école, donc forcément, je vais dire oui. C'est très utile parce que, comme je le disais, ce genre on peut pas faire ce genre de projet sans avoir de stratégie. Hmm. Sinon, on va juste faire pour faire. On va juste ne pas mettre de deadline, ne pas avoir Ouais. de date de fin et on va pas savoir délimiter les contours, les risques et ça va être très difficile pour prendre les décisions après. Donc, c'est très important. Hmm. Maintenant, là où je vais vous rejoindre, c'est que il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs qui coûtent super cher, des big Ouais. fans. Non, ce dont on a besoin, c'est des credentials, on va dire. Donc, c'est Ouais. vraiment faire sa stratégie avec des personnes, des cabinets qui ont déjà fait et qui connaissent la réalité du terrain Hmm. pour pouvoir dire, voilà, enfin, pour pouvoir avoir un référentiel pour valider cette stratégie. Et pas, oui, prendre une stratégie, Ouais. enfin, une stratégie qui sort d'une banque, d'une banque de données Hmm. de boîtes et puis juste la poser là parce que ça Ouais. n'a pas fonctionné. Ça n'a Ouais. pas fonctionné. Et par contre, effectivement, c'est toujours intéressant de ne pas, il faut vraiment prendre le temps de bien cadrer son projet et de voir plusieurs cabinets en fait. Hmm. C'est très très important parce que il n'y a pas une seule bonne façon de faire Hmm. dans ce type de projet. Il y a tellement de façons de faire. Hmm. Donc, il faut aussi pouvoir challenger tous ces fournisseurs, challenger tous ces prestataires et pouvoir avoir une roadmap qui soit Ouais. vraiment basée sur les bonnes expériences, enfin les bonnes pratiques de de Ouais. différents cabinets, différents points de vue Yes. en fait. Yes. Donc c'est intéressant aussi même d'avoir Plusieurs plus, sons de cloche. oui, d'avoir plusieurs cabinets qui travaillent sur un projet. Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien travailler comme ça. Pas juste un cabinet qui fait tout. Hmm. Parce que dans ces projets, il y a aussi beaucoup de sortes d'intérêts. Il y a aussi Ouais. beaucoup de politique en entreprise. Il y a Ouais. tout ça qui joue. Donc, c'est bien d'avoir plusieurs cabinets avec lesquels travailler sur ce type de projet. Ok, super. Et justement, toi, tu as bossé dans ces cabinets, dans pas mal de ces cabinets. C'est quoi la plus grosse arnaque que, par exemple, tu vois servir aux clients dans ces cabinets-là? J'avoue qu'on dit qu'on est des vendeurs de PowerPoint. Ouais, C'est que ce n'est pas faux. Du coup, je fais des très bons PowerPoint. ouais, Donc, en fait, ça dépend aussi de l'humain. hum, C'est-à-dire que non, derrière un bon PowerPoint, il se cache vraiment beaucoup de réflexion. hum, Et c'est vrai que c'est pas des choses qu'on voit tout de suite, c'est l'intérêt de la stratégie, mais c'est très important. Mais il y a aussi de l'arnaque, c'est ouais, vrai. Donc, oui, en fait, enfin, le même point peut répondre à ta question dans le sens où c'est une arnaque, mais ce n'est pas une arnaque. Donc, ça dépend vraiment avec qui est-ce que vous allez travailler et avec qui est-ce que vous allez être accompagné, en fait, qui va vous hum, produire cette stratégie. hum. Et par rapport, du coup, à la tech et aux femmes, donc, euh, toi, par exemple, tu as lancé African in Tech, donc un réseau qui pousse les femmes dans la tech. On parle souvent d'inclusion, mais est-ce que les femmes ont vraiment une place en tech ou c'est juste un genre de diversity washing pour les médias et les investisseurs? Oui, et est-ce que, voilà, la place de la femme, c'est dans la tech ou c'est à la... Je ne complète pas. Je veux pas me faire Oui, lyncher. oui, bien sûr, les femmes ont tout à fait leur place Hmm. dans la tech. Et bon, voilà, on n'a pas beaucoup de temps, mais sinon, je peux vous citer des exemples et des exemples, hein.
Clairement, on a des et c'est pour ça que même que je fais ce que je fais parce que Hmm. sinon j'allais pas avoir la force de Pousser, continuer. ouais. Mais cet engagement et cette passion à vouloir vraiment valoriser ce qui est fait, c'est vraiment pour changer les mœurs dans notre domaine. Parce que il y a aussi des réalités voilà, il y a des réalités qui expliquent aussi tous ces chiffres. Hmm. Et lead by example, en fait, c'est par l'exemple en fait qu'on va vraiment montrer et Hmm. les chiffres. Donc Hmm. c'est par l'exemple et les chiffres qu'on va vraiment montrer que oui, les places ont leur femme, pardon, que les La femmes femme. ont leur place dans la tech Hmm. et que après maintenant une femme est-ce qu'elle doit être dans la tech ou pas, ou de l'autre côté, ça c'est juste une question de choix et de décision, mais en tout cas Ouais. quand elles font le choix d'être dans la tech, Et elles on doivent doit, pouvoir ouais. savoir que elles ont leur place, Elles peuvent qu'elles ont des s'intégrer canaux, voilà, facilement. qu'elles doivent pouvoir célébrer la réussite, qu'elles ont des canaux où elles peuvent être Tout à fait. accompagnées, valorisées et mises en avant. Tout à fait. Et à propos de, oui, le diversity awakening, ça Washing. existe aussi. Ouais. Ça existe aussi. Et là, pareil encore, tout est une question euh, voilà, d'établir aussi ses valeurs, d'établir ses objectifs et se dire quand il y a une initiative, qu'est-ce que ça va apporter comme intérêt à l'autre interlocuteur Hmm. et pourquoi est-ce qu'il le fait vraiment. Ok, est-ce qu'on y va ou pas? C'est des questions à se poser et à Yes. prendre en compte. Donc Yes. ça rentre en compte dans les décisions qu'on va prendre quand on va faire des initiatives ou Hmm. pas. Mais du coup, moi, je te pose une question parce que je me suis déjà retrouvé plusieurs fois dans ce dilemme-là. Mm. On est souvent dans des métiers où il n'y a pas énormément de femmes, Mm. malheureusement. Mhm. Et du coup, quand il y a un poste, si on voit par exemple un profil masculin plus qualifié qu'un profil féminin, est-ce que tu penses que on devrait quand même instaurer un quota ou est-ce que Mm. je ne dis pas qu'automatiquement Mhm. que les profils masculins sont plus Bien qualifiés, sûr, ouais. Non, mais je est-ce comprends la que en question. face on doit prendre, on doit se dire mon quota de Mm. diversité n'est pas atteint, donc je prends un profil Mm. Alors, féminin. moi, personnellement, je suis pro quota. Hmm. Personnellement, parce que de toute l'expérience que j'ai maintenant avec Genesis Tech, Hmm. African Tech, etc., pour moi, ça fait partie des solutions concrètes qui peuvent changer les choses Hmm. et qui peuvent avoir un impact. Mais je Mais, pense pas forcément que oui. ce soit... Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire pour commencer. Hmm. Euh, Ok. ouais, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. Mais ça peut être au détriment parce que, par exemple, moi, Mhm. tu vois, dans notre entreprise, par exemple, Datacory, une seule ressource mal choisie peut tuer l'entreprise. C'est vrai. Tu vois? Par contre, le quota, ça veut pas forcément dire qu'on doit prendre une personne juste parce que c'est une femme. Ouais. Non, pas du tout. C'est pas parce que on a voilà, c'est pas parce qu'on met en place cette politique d'encourager les candidatures féminines que dès qu'il y a une femme, ok, c'est bon, vite, elle doit remplir le quota. Non. Oui. Ça veut dire que déjà dans le processus de recrutement, euh, on est aussi objectivé sur ça, mais quand même, on va faire passer tous les process d'entretien au même niveau. Ouais. Au Ok, même donc niveau. on est d'accord que c'est au même Oui, niveau. c'est au même Ouais. niveau. Peut-être là où il y aura la différence, c'est qu'on va poursuivre jusqu'à ce qu'on la trouve. Mais Hmm. ça veut pas dire que la première, juste parce qu'elle remplit le poste, on va la Hmm. prendre. Non. Dans la Hmm. façon de penser, c'est de poursuivre les efforts Hmm. pour pouvoir avoir plus de candidatures et d'entretiens Hmm. jusqu'à ce qu'on trouve la bonne personne. Hmm. Ça coûte, hein? Hmm. Ça Ça coûte. coûte. Mais Ouais. c'est là où l'effort doit être fait, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok, ok. Et c'est là qu'on n'est plus dans le diversity washing parce qu'on fait les efforts pour mettre en place ça. D'accord. Ok, très clair. Euh, du coup, pour toi, pourquoi est-ce que les femmes elles sont sous-représentées dans la tech en Afrique? C'est une question un peu bateau parce que c'est comme ça un peu partout. Mhm. Mais voilà, est-ce que tu remarques je sais pas, est-ce qu'il y a des raisons sociétales? Est-ce qu'il y a des raisons Oui, bien sûr, oui. sociales Oui, oui. qui l'expliquent? Mm. Si, il y a des raisons sociétales, il y a des raisons sociales qui l'expliquent forcément, hein. Et c'est vrai que on en aurait été, mais en vrai, c'est pas que.
Ça ne concerne pas que le continent, Mm. honnêtement. Pour, Mais est-ce que, par exemple, ailleurs, plus, bon, en Afrique plus qu'ailleurs, mmh, est-ce que tu remarques que, par exemple, on se dit, euh, la place de la femme, c'est forcément dans les tâches ménagères, c'est forcément, mmh, je sais pas, dans un certain type de métier ou, mmh. voilà, ou On a c'est ça, pas, on ouais. a ça. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a aussi d'autres endroits où on ne penserait pas forcément, mais on en a aussi. Et pour avoir des échanges, franchement, j'ai la chance d'avoir des échanges avec, des communautés de femmes de la tech, dans beaucoup d'endroits, même pas que forcément sur, le continent. Et on entend aussi les mêmes choses, les mêmes discours et mêmes causes aussi. Donc voilà. Mais oui, les raisons, enfin ces obstacles qui sont liés, on va dire à nos codes sociétaux. Bon, est-ce qu'on peut, enfin, je sais pas si on peut dire le mot code, mais elles sont bien existantes, on va dire. Ouais. Et ça freine aussi, des fois, ça freine pas forcément le fait d'attirer les femmes dans la tech, mais des fois même, ça peut faire qu'il y ait des femmes qui le sont déjà, mais qui vont pas pouvoir rester très longtemps. Et c'est là où en fait, on va plus essayer de pas trop enfin, on va se focaliser toujours sur les femmes, etc. Mais il y a aussi un travail à faire, peut-être du côté des structures, des entreprises, tu vois, pour essayer de trouver des solutions, pas qu'au niveau des femmes, mais aussi au niveau des entreprises, des Mmh, entités. yes. Et du coup, là, on était du côté euh, salarié. Mhm. Du côté entrepreneur et par exemple start-up, Mm, on voit que bah, les start-up dirigées par les femmes reçoivent moins de 5% mm, des financements mm, en Afrique lors des levées de fonds. mm. Pourquoi c'est si difficile pour une D'accord. femme d'avoir du cash, Mm. même avec un bon projet? Ok, bonne question. Bah, je pense qu'on peut reprendre aussi, toujours ces mêmes sujets où on va voir dans les chiffres que souvent, bon, parce que bon, le financement, il y a plusieurs types de financement, hein. Donc, si tu parles vraiment du financement, classique, donc un crédit, il faut Hum, des garanties. Et déjà là, tu vas voir que dans les datas, les garanties, c'est plus compliqué. hum, Voilà, c'est plus compliqué. Euh, donc, il y a ces sujets-là. Aussi, ce que j'ai remarqué avec, les projets qu'on fait, c'est que les femmes vont pas forcément, celles qui font de la tech en entrepreneuriat, elles vont pas forcément créer des startups. Il y a beaucoup de PME hum, dirigées par des femmes dans la technologie, hum, des cabinets de transformation digitaux, hum, et elles innovent à l'intérieur. hum, Elles innovent à l'intérieur ou elles accompagnent des clients, et cetera. Et en fait, là, on va voir que, bah, c'est vrai qu'il y a besoin de financement, et cetera, mais pas forcément le type de financement, qui est hum, un peu trendy en ce moment. ouais, Voilà, les levées de fonds avec les VC qui rentrent dans le capital, et cetera. Donc peut-être aussi qu'il faut revoir, en fait, qu'est-ce qu'on propose comme type de financement. Et, et puis après, oui, c'est vrai que au niveau des startups, je pense aussi qu'il faut peut-être plus, parce que là, en Côte d'Ivoire, c'est maintenant qu'on est vraiment en train de définir c'est quoi une startup, hum, de mettre en place plein d'initiatives pour pouvoir les accompagner. Et je pense que si on doit, euh, accompagner vraiment ce travail qui est en train d'être fait pour qu'on puisse, parce que jusqu'à présent, être une startup en Côte d'Ivoire, bon, on savait pas c'était quoi forcément c'est quoi l'avantage, on savait pas. hum, Maintenant, on sait. Donc, maintenant qu'on sait, c'est aussi d'informer un peu plus, l'écosystème pour, pouvoir inciter encore plus yes, de femmes et d'ailleurs de jeunes ou, enfin, peu importe, à avoir ce type de structure. hum, Et je pense que quand il y en aura plus, déjà, on aura beaucoup plus d'opportunités, ouais, de faire plus de levées de fonds, en Côte d'Ivoire. yes, Et puis même en Afrique de l'Ouest, parce que c'est yes, vrai que quand on regarde les chiffres de Partech et tout, ouais, il y a toujours la différence entre le côté, anglophone, côté hum, francophone. hum, C'est vrai. ouais. Et du coup, toi, tu es venu en Afrique, tu as lancé par exemple African in Tech. Euh, c'est quoi les difficultés que tu vois sur les financements Mm. dans l'associatif, donc Mm. dans l'association en général? Alors, donc, oui, un gros, les difficultés, c'est vraiment au niveau du financement des associations, parce que on n'a pas, c'est pas, le système n'est pas forcément incitatif à ce niveau. Il n'y a pas de crédit d'impôt, taxe d'apprentissage, enfin, plein d'aides que je connaissais avant qui font qu'une association ne peut jamais vivre
sans avoir au moins l'aide de sa municipalité. Là, le système n'est pas fait comme ça. Donc, ça veut dire qu'il faut être très inventif sur la manière dont ton association va tenir. Et donc, c'est là que finalement, on a dit que African Tech ne peut pas être que juste une association, c'est impossible. Il faut que ce soit une association avec un modèle double, entreprise sociale et association, pour qu'il y ait une entreprise qui puisse financer l'association. On est obligé de faire ça, sinon on va pas tenir. Donc maintenant, les efforts sont faits pour pouvoir faire marcher ce double modèle, on va dire. Mais oui, c'est vraiment ça, je pense, qui nous manque. Et ça fait qu'il y a que un ou deux types de financement qui fonctionnent vraiment. Les events, parce que c'est vraiment le seul truc où vraiment les associations, elles peuvent demander de l'argent aux entreprises, et il y a un win-win qui font que les entreprises, ok, elles vont donner, parce que même elles, ça les arrange, on va dire. Ou alors, tu as pas mal de programmes de formation et tout qui sont financés par des organes, des fonds, des trucs comme ça. Et ça veut dire que on va avoir beaucoup ça, event ou programmes de financement pour aider les associations. Mais du coup, ça fait que dès qu'on veut faire autre chose que ça, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Ouais, c'est plus difficile. Ouais. Donc voilà. Et en général, à part cette question de financement, dans African Intech, dans les différents pays, c'est quoi vos plus grosses galères que tu remarques? Les galères, c'était qu'on est dans des pays où on doit comprendre les réalités locales de chaque pays, de chaque écosystème. Donc, la façon dont on est arrivé en Côte d'Ivoire est différente de celle du Sénégal, différente de celle du Togo. Et on va encore rencontrer ça quand on va aller au Cameroun, quand on va aller en RDC. Donc, maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on se prépare du fait que les écosystèmes seront différents et qu'on va pas forcément faire les mêmes choses. En tout cas, pas autant qu'on pensait qu'on allait devoir faire pareil. Je pense qu'il y aura beaucoup aussi de choses qui sont adaptées au pays. Je dis quelque chose de simple. Par exemple, au Cameroun, eux, c'est un pays et anglophone et francophone. On n'avait pas eu ça, en fait. Nous, le nom, c'était abidjanaise, sénégalaise. Mais en fait, là, tu poses la question, donc on fait camerounaise, mais du coup, il y a aussi les côtés anglophones. Donc, c'est bête, mais c'est important. Ok, et sinon l'adhésion, elle est facile, les personnes y adhèrent facilement, ou Facilement. il faut faire plus de bruit? Oui, en fait, on s'appuie sur des personnes clés et ensuite on essaye de faire le bouche à oreille. Après, c'est vrai qu'on est une association, mais on n'est pas, c'est pas du caritatif, donc c'est vraiment, on cible quand même les entrepreneurs et les professionnels. Donc, on a une adhésion, on a une cotisation annuelle, un membership, quoi, pour pouvoir rentrer dans le. Mais c'est reste raisonnable parce qu'on est quand même une association. Mais il y a quand même un membership. Et après, on peut essayer de trouver des façons de permettre à des personnes qui voudraient aussi faire partie des différents clubs, mais qui ne peuvent pas forcément tout de suite de financer pour elles, etc., les différents memberships. On essaie aussi de faire ça. Mais sinon, en soi, oui, c'est facile. C'est juste le prix, on va dire, qui peut, c'est vrai, être un peu plus compliqué, mais on trouve toujours une solution. Donc, il faut vraiment pas hésiter à entrer en contact parce que c'est important et ça fait vraiment du bien aux femmes qui sont dans ces clubs d'être, en fait, justement dans ces réseaux, en fait. Ça fait du bien, que ce soit pour les opportunités, que ce soit pour avoir plus d'informations, des informations auxquelles on n'a pas forcément accès tout le temps. C'est pas sur Internet. Et tout le monde n'a pas forcément envie d'être en contact avec 10 000 personnes, faire tout le temps du réseau. Là, franchement, tu as un groupe où on est déjà toutes dans le mindset de cette sororité numérique, comme on appelle. Donc, on partage en confiance. Et ça aide beaucoup, en fait, les experts. Andrea, est-ce que du coup, tu vois Abidjanaise in tech, Togolaise in science, etc. Si tu voyais quelqu'un créer un Abidjanais in tech, tu vois, genre, qu'est-ce que tu dirais? Tu dirais que c'est pas juste ou c'est complètement
Non, Enfin, on pourrait même faire les choses ensemble en vrai. ah Bon, ça ouais? dépend quel est l'objectif. Si l'objectif c'est de Bah oui, bah écoute, d'attaquer. non, pas d'attaquer, mais promouvoir aussi la jante masculine, quoi. Ouais, bah pourquoi pas, on peut faire des choses ensemble. Ok. Mais faut pas, c'est pas une guerre, Ouais, honnêtement. non, on est Ouais, c'est pas d'accord, une c'est pas guerre, une c'est guerre. vraiment. Et c'est pour ça que nous, c'est vrai qu'on est à Genèse, Tech, etc. Mais tout ce qu'on fait, c'est avec les e Ouais. avec l'écosystème. En fait, on essaie vraiment de se mettre ensemble parce que on peut pas sensibiliser que les femmes, c'est impossible, on va Mm, jamais y arriver. mm, Il faut sensibiliser tout le monde. Donc, et c'est bien parce qu'on a toujours, franchement, on a toujours des e dans mm, tout ce qu'on fait. Et c'est bien parce que même eux, en fait, ça leur permet de mieux comprendre certaines mm, choses et eux-mêmes d'aller en parler, mm. parler de ces sujets-là d'une autre façon dans les Yes, discussions d'hommes, yes, etc. yes. Donc ouais, Abgelé. Let's Africain in go. tech, je te dis. Euh, Andrea, là, on va essayer de te poser des vraies questions, comme je te disais tout à l'heure en aparté. Donc, je m'excuse en avance. Du coup, toi, si pour comprendre un peu ton parcours, tu es né, tu as fait toutes tes études en France, c'est ça? D'accord. Et qu'est-ce qui te donne envie de déménager en Côte d'Ivoire, Ok. en Afrique déjà? Ok, bonne question. Beaucoup de choses. Déjà, mon identité, parce que c'est vrai que je suis née, j'ai grandi en France, mais je suis d'origine congolaise. Donc, donc en fait, j'ai grandi dans la culture aussi congolaise. Et forcément, j'ai toujours voulu en apprendre plus sur mon pays d'origine. Ça, c'est premièrement. Mais après, là, oui, j'ai vraiment eu le déclic et vraiment la vision beaucoup plus élargie que juste le Congo, mais vraiment, on va dire, panafricaine, où je me suis dit que j'ai vraiment envie d'aller m'installer sur le continent. Ça a été principalement quand quand je me suis rendu compte que même si on avait beaucoup de références sur l'Afrique, sur la culture africaine, etc., on était quand même un peu déconnectés. Et, euh, et vers mes 19 ans, je pense que j'ai vraiment commencé à voyager Mhm. de plus en plus sur le continent. Donc, à commencer par l'Afrique du Sud, ensuite le Ghana, ensuite la Côte d'Ivoire, le Congo, etc. Et c'est sur place que le projet s'est vraiment matérialisé, on va dire. Parce que c'est une chose d'avoir le projet, l'idée, de le conceptualiser d'un certain endroit, et ensuite de vraiment être sur place et d'avoir une vision beaucoup plus concrète des opportunités ou de l'impact que potentiellement toi tu pourrais avoir et que le pays même pourrait te donner. Donc voilà, et puis après, vraiment encore plus précisément, je me rappelle quand j'étais en cours de géopolitique à l'époque, dans ma première école, en business school où j'étais. Et je me souviens que j'avais un professeur qui m'avait posé une question et qui m'avait demandé si j'étais au courant de ce qui s'est passé euh, à Goma, en fait. Et en D'accord. fait, à l'époque, je savais pas du tout. Je savais pas du tout. Ah, donc ça remonte autant. Oui, j'avais 18 ans. Ah ouais. J'avais 18 ans et je savais pas. Donc, quand il m'a expliqué, j'ai vraiment eu un choc de me dire que pourquoi je ne suis pas au courant de ça. Hmm, Et pourtant, je dis que j'ai toujours grandi dans la culture congolaise, etc. Mes parents, mes oncles m'en parlent tout le temps. Enfin, j'ai vraiment des connaisseurs de l'histoire dans ma famille, etc. Mais quand même, j'avais pas cette partie-là. Donc, c'est là où je me suis vraiment rendu compte de la déconnexion, on va dire. Donc, tout ça, ça m'a rendu encore plus curieuse de peut-être réorienter. J'ai réorienté beaucoup mes activités, mes voyages. donc tu as eu Oui. de te Mhm. reconnecter. Et voilà, on va dire ça, une envie de me reconnecter. Et après, mes premiers projets associatifs, c'était un peu sur ces sujets-là. Donc, avec ma copine Iden Lida, on avait monté un projet qui s'appelait Pan African Stories. Et l'objectif, c'était de reconnecter l'Afrique, sa diaspora, à travers les histoires. Donc, c'était beaucoup d'histoires, de l'art, des vidéos montages Hmm, à l'époque pour pouvoir raconter les histoires
d'experts ou de héros du quotidien Hmm. qui permettaient de mieux comprendre en fait nos différentes histoires, nos différentes identités, puis créer des ponts et tout ça. D'accord. Donc voilà. Et puis après, c'est aussi à travers ce projet que pour la première fois, on a fait un voyage en Côte d'Ivoire qui était pour le coup vraiment business. Donc c'était pas parce que j'avais déjà visité la Côte d'Ivoire Hmm. en tant que touriste, mais là, c'était la visiter la Côte d'Ivoire pour faire un projet et ça m'a donné encore plus envie de venir en Côte d'Ivoire. D'accord. Ouais, de venir en Côte d'Ivoire et voilà, tu as parlé de l'envie de te reconnecter, par exemple, avec le Congo, le déclencheur, l'histoire de Goma dont tu as parlé ton professeur. Mhm. Mais pourquoi, quand tu fais ton repat, tu décides de venir en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire mieux qu'ailleurs, ou est-ce que c'est une première étape avant une autre étape? Alors, honnêtement, c'est des questions que moi-même je me pose encore. Je sais pas quelles seront les prochaines étapes, mais c'est vrai que tout commence par quand on parle de la reconnexion, etc. C'est vrai que ça commence forcément par le Congo parce que je suis congolaise et c'est ce que j'ai toujours connu. Mais même quand je suis venue faire mes voyages ou quand j'ai décidé de m'installer sur le continent, l'idée c'était pas forcément d'aller j'avais pas forcément en tête, d'aller dans un pays précis ou le Congo forcément. Enfin, j'ai vraiment la vision très panafricaine, donc pour moi, peu importe où je suis, tant que j'arrive à faire, ce que je sens que je dois faire et que ça puisse toucher, les espaces que j'aimerais toucher, Hmm. j'ai pas de préférence, on va dire. La Côte d'Ivoire, c'est vraiment une opportunité. J'ai trouvé, déjà, c'est les opportunités qui m'ont emmenée en Côte d'Ivoire. Donc, voilà, par le travail, par l'African Stories avant, même par l'entourage que j'ai déjà ici, le réseau que j'avais ici. Vraiment les opportunités qui m'ont emmenée en Côte d'Ivoire. Je les ai pas forcément eues au Congo ou pas encore, Hmm. ou dans un autre pays. Ouais. Mais, mais du coup, je sais pas, je suis ouverte. D'accord. Et pour quelqu'un qui est ripat, qu'est-ce quels sont les challenges? Tu vois, toi qui as vécu une grosse partie de ta vie en France, c'est vrai qu'en même temps, ça fait 3 ans plus que tu es installé en Côte d'Ivoire, mais quels sont les challenges que tu as rencontrés en revenant? Les challenges, les challenges, c'est pas bon, on va dire les challenges, c'est vraiment, déjà changer d'environnement. Hmm. Avant même d'arriver dans le nouveau pays, c'est toi-même, tu as un challenge de quitter un endroit où tu es installé depuis toujours. Hmm. Que il y a ce côté-là. Donc ça, c'est un challenge quand même. C'est un challenge, et sur tous les aspects, que ce soit, professionnellement, financièrement et même, émotionnellement aussi et puis même, au niveau de tes habitudes, le quotidien parce que finalement, c'est vrai, on fait plein de choses et cetera, mais ce qui compte le plus dans la vie, c'est aussi ton quotidien. Hmm. C'est comment tu te sens, comment tu vis et cetera, c'est aussi important. Donc, il y a ce challenge-là de quitter, on va dire. Après, quand tu as dépassé ce challenge-là, il y a aussi un challenge au niveau du mindset, en fait, parce qu'il y a, il y a pas d'expérience sans problème ou sans challenge ou sans difficulté, ça n'existe pas. Hmm. Donc, c'est vraiment comment toi, ton mindset, tu vas le travailler déjà pour te dire que ça, c'est normal, c'est une leçon, que si tu as une difficulté, tu arrives à en tirer une opportunité, que, que voilà, si tu n'y arrives pas, tu vas aller chercher les ressources qu'il te faut, enfin vraiment être proactif. Hmm. Tu vas aussi t'adapter à la nouvelle culture Hmm. aussi, donc essayer de l'apprendre, essayer d'être ouvert aussi. Voilà, essayer d'être ouvert, ne pas rester dans ton coin. Et ça aussi, c'est des efforts qu'il faut faire. Et puis après, donc principalement, c'est le travail, on va dire en général, qui prend beaucoup de temps et qui impacte beaucoup ta vie. Donc c'est maintenant comment est-ce que tu vas faire pour que ça se passe bien dans ton travail ou dans l'entrepreneuriat si tu viens pour Entreprendre, yes. et voilà, une fois que ton mindset est enfin, une fois que tu as vraiment un mindset très ouvert, très résilient et bien préparé, je pense que ça va.
Yes. Et après, ça fonctionne pas aussi tout le temps. Il y en a qui restent et il y en a qui partent. Moi, je suis restée, mais je sais aussi qu'il y en a pour qui, voilà, ça passe pas, donc ils rentrent. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu trouves que Abidjan est cher? Parce que tu as fait le Ghana, tu as fait d'autres villes. Qu'est-ce que tu penses d'Abidjan? Abidjan est cher comparé à d'autres villes que j'ai fait. Oui, 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 oui. Mais j'ai déjà fait aussi plus cher. Ouais, ouais, j'ai déjà fait aussi plus cher. Quoi plus cher? Kinshasa, c'est cher. D'accord. Encore plus cher, donc vraiment. Pour ceux qui sont traumatisés d'Abidjan, allez voir là-bas. Mais oui, mais c'est cher, honnêtement. Et c'est pour ça qu'il faut bien préparer son retour, bien s'informer sur... et en plus, même, ça va encore dépendre de si tu es seul, si tu es en famille, si tu es en couple. Enfin, il y a tellement de facteurs, Le paramètre, oui. ouais, de paramètres à prendre en compte. Ouais. Mais oui, Abidjan est cher. Yes. Et donc, bah, tu décides de venir t'installer à Abidjan. Tu avais un job confortable en France. Genre, tu démissionnes avant de te dire que tu vas venir à Abidjan ou comment ça se fait? Et je sais que tu as trouvé ton job avant de venir. Comment tu arrives à trouver un job avant de venir, sachant que bah, on dit qu'en Afrique, il n'y a pas de job board, que c'est le réseau, qu'il faut être sur place avant de trouver. Mais toi, comment tu fais pour trouver même un bon job, tu vois, avant de venir? Bah, moi, j'ai un peu de chance aussi, dans le sens où... oui, dans le sens où on m'a proposé l'opportunité, c'est vrai. Et c'était pas l'année où j'avais décidé de quitter la France, en fait. Donc, franchement, début 2021, si on m'avait dit que j'allais terminer mon année à Abidjan, j'aurais pas cru. Donc, c'était pas prévu. C'est vraiment, j'ai pas déclenché moi-même le processus de recherche. Mais ce que je peux dire par rapport à l'expérience que j'ai maintenant, c'est que effectivement, c'est pas simple de trouver un, un, un job avec tous les avantages que les gens recherchent. C'est pas simple. Déjà, c'est vrai que le marché de l'emploi a beaucoup changé. Avant, oui, il y avait beaucoup de contrats d'expat, etc. C'est pas le cas aujourd'hui. Il y a aussi des choses ok, sur lesquelles c'est vrai que c'est difficile d'avoir les informations quand tu n'es pas sur place. Je sais que quand je parle à beaucoup de personnes qui veulent venir s'installer en Côte d'Ivoire, ils sont toujours en train de chercher, par exemple, des entreprises internationales, etc. Alors que les entreprises ivoiriennes aussi qui recrutent. Donc déjà, juste ça, tu élargis ta recherche. Enfin, au lieu de chercher que des VIE ou des contrats expats, en fait, vous pouvez contacter des entreprises ivoiriennes. Même ton entreprise, en fait, vous pouvez la contacter et juste bien négocier les conditions d'arrivée ou bien négocier... voilà, bien négocier les conditions d'arrivée, et les entreprises ivoiriennes emploient aussi très bien les ripates. Donc en fait, des fois, tu vas avoir des personnes qui limitent la recherche juste pour ça. Donc ça, déjà, c'est important. Deuxième chose, c'est on est super connectés maintenant. Donc des réseaux comme Abidjan Tech ou plein d'autres, il y en a beaucoup. Ça veut dire que même si vous n'êtes pas encore dans le pays dans lequel vous voulez vous installer, en fait, vous pouvez déjà rejoindre ces réseaux. On est tous en ligne et là, vous pouvez avoir tellement d'informations qui s'échangent. Tout ce que vous voyez pas sur Internet, vous pouvez le voir dans nos groupes, en fait. Donc ça, c'est bien aussi pour avoir les opportunités qui se diffusent pas sur Internet, etc. Parce que effectivement, il y a des job boards. Mais oui, c'est vrai que en général, les job boards, c'est vraiment le dernier recours. Avant d'arriver dans un job board, Il faut voir le tonton ou la tante. pas forcément le tonton ou la tantine, mais en tout cas, c'est sûr que on va dire, c'est d'abord dans le réseau que ça se diffuse. Et après, parce que en fait, c'est d'abord dans le réseau. Ensuite, au moins une référence. Enfin, on va d'abord chercher la référence. Et puis après, vraiment, quand il n'y a pas, bon, ok, on va chercher sur les job boards, etc. Et du coup, toi, tu as eu la chance de visiter pas mal de pays africains.
quel pays, en fait, te semble, ou bien visiter même de loin, quoi, tu vois, quel pays te semble vraiment en avance sur tout ce qui est tech? Et par exemple, quel pays te semble en train de rater la digitalisation? Bonne question. Je sais pas parce que bonne question. Quel pays me semble en avance? Hmm, En vrai, en fait, à l'époque, l'Afrique du Sud me semblait vraiment en avance. Mais c'était en 2014, honnêtement. Donc, euh, et puis, j'ai visité aussi le Sénégal. Et franchement aussi, j'ai trouvé un très fort dynamisme dans l'écosystème. Surtout quand on a fait le lancement de Sénégalais in Tech, j'étais vraiment impressionnée. Euh, ouais, j'ai vraiment été impressionnée par toutes les structures qui étaient déjà existantes, plein de projets. Des projets qu'on est en train aussi de faire ici, mais qu'eux, ils ont déjà mis en place Hmm. pour encadrer l'écosystème des startups, par exemple. Et en RDC, j'avoue que je me suis pas trop penchée sur ces sujets-là quand j'y étais, parce que c'était mon premier voyage aussi vraiment familial, etc. Mais c'est vrai que je trouvais, enfin, il y avait pas encore, il y avait pas encore Yango, des applications juste sur la mobilité qu'on a déjà ici. Mais maintenant, elles y sont. Hmm. Donc voilà. Mais par contre, j'ai vu tellement d'opportunités. Enfin, je vois tellement d'idées de startups qui peuvent fleurir là-bas. Et même, je sais plus, une fois, j'avais écouté un discours que je trouvais aussi vrai sur la RDC, c'était que c'était vraiment un pays qui pouvait... en fait, comme il y a le volume, c'est super intéressant pour les startups, par exemple. Ouais, Peut-être contrairement aux nos pays ici en Afrique de l'Ouest, ouais. ou enfin sans compter le Nigeria, où c'est plus petit. Hmm. Donc pour vraiment voilà pour pouvoir s'étendre plus facilement dans plusieurs pays de la sous-région. Euh, Donc c'est un peu plus chaud, ouais, c'est un peu plus chaud parce que trop de législation, etc. mhm. Bon, après, le volume aussi ne veut pas dire que c'est uniforme. Souvent, c'est fragmenté avec des habitudes différentes et, on va dire, un niveau de développement différent en fonction de la ville. Donc, c'est pas forcément... Mais ça ouvre des possibilités de croissance intéressantes qu'on n'a pas forcément ici. Tout à fait, tout à fait. Et si demain, par exemple, du coup, bah, puisqu'on parle business, opportunité business, si je devais lancer un business tech, par exemple, ailleurs qu'en Côte d'Ivoire, tu choisirais quel pays? Là, je sens que tu vas dire... Je pense que je choisirais soit le Bénin, soit la RDC. Ah ouais, le Bénin? Peut-être, ouais. Ah ouais! Bah, bravo, bravo pour le Bénin. Ah ouais, pourquoi le Bénin? Parce que j'y suis pas allée, mais j'ai travaillé avec un client où je devais faire une étude de l'écosystème. Et, et en vrai, je trouvais ça. À chaque fois, j'apprenais plein de choses qui avaient été faites au niveau du Bénin. Et j'avais qu'une seule envie, c'était de prendre un billet Au Bénin. pour voir. Ah, je devrais. Voir ces City, voir Ah ouais! Epitech, voir toutes les startups là-bas, les incubateurs. Enfin, j'ai vraiment envie de voir. Ah ouais. Ah bah écoute, c'est la première fois que je me sens autant flatté d'être béninois, tu vois. Au t'arrive, il y aura le Cyber Africa Forum là-bas. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, moi, je vais souvent au Bénin, donc, ouais. On a tendance à prendre un peu pour acquis. En plus, tu vois, les Béninois ne crient pas énormément sur la toile. Tu vois, comme... C'est une balle perdue. on ne crie pas énormément sur la toile, donc parfois on réalise pas forcément ce qui est en train de se faire. Et du coup, si par exemple on veut voir émerger un Google africain, toi tu penses qu'il faudrait qu'on mette quoi en place par exemple? Genre qu'est-ce qui nous empêche Après j'imagine que les raisons sont peut-être qu'il y a pléthore d'éléments, mais quelques-uns. Un Google africain. Parce que, en fait, si tu regardes, tu vois, on a une population qui est plutôt jeune.
On a un taux de pénétration d'Internet qui est plutôt, qui commence à être très élevé. Téléphone portable, n'en parlons pas, mais on n'arrive pas à créer de géants de la tech, tu vois, comme en Chine ou aux USA. Donc, est-ce que tu penses que, je ne sais pas, le vrai problème, est-ce que c'est la mauvaise gestion de notre économie numérique? Est-ce que tu penses que c'est un manque d'ambition? Est-ce que c'est trop de bureaucratie, par exemple? Bah, je pense que c'est un mélange. Parce que c'est vrai que pour avoir un géant comme ça, c'est pas juste une entreprise. Il faut, je pense, que c'est un ensemble d'éléments dans l'écosystème qui font que cette entreprise devienne un géant. Que ce soit, tout à l'heure, on a parlé un peu de rien qu'au niveau de la réglementation. Mhm. Bon, si on parle de Google, déjà, il faudrait qu'au niveau des données, on soit au top sur ça. Que même au niveau même des compétences, euh, oui, que même au niveau des compétences, on a encore plus de talents formés sur, voilà, sur bah, tous les domaines de À la tech. tech. Euh, et là, c'est pas encore le cas, on va dire, même s'il y a de plus en plus de choses. Et en plus, c'est vrai que c'est important même pour nous qu'on ait, en fait, c'est bête, mais même nous, on a perdu notre compte Instagram, par exemple, à GZTech, et, et on perd ça, Ça demande, ouais. on a perdu beaucoup de choses. En fait, je me suis dit, mais le jour où Google se fâche et nous retire, Ouais, qu'est-ce qu'il y a? on nous retire Google, Meta, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a bon, nous, on n'est pas, enfin, on commence à être business et tout, mais il y a des gens qui fonctionnent à 100% sur Google, Meta, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils deviennent? Donc, où est notre géant, on va dire, africain? Mais il y a un géant, justement, que personne n'utilise peut-être à tort, Dicalo, Hmm, au Cameroun, hmm, qui font un équivalent de WhatsApp, mhm, Facebook, etc. c'est vrai. Ouais, Mais en fait, il faudrait que ce soit porté, mais vraiment par un ensemble. Même au-delà, je pense que nous, pour qu'on puisse avoir un géant, pour l'instant, ce serait peut-être pas forcément à l'échelle nationale, mais peut-être ce serait vraiment un ensemble le pays, de pays qui se mettent ensemble et qui portent. Et pourtant, on en a des coopérations, on peut les étudier, hein, des coopérations économiques, financières, etc., qui portent vraiment ce business-là, on va dire. ouais. Mais ça, pour que ça arrive, parce qu'il faudrait que on arrête les politiques politiciennes et que, ouais, moi, je trouve quand même que là, je vais taper un peu sur les doigts de nos frères africains. Je trouve quand même pour avoir quitté la France et être venu en Afrique, je trouve que, en fait, le niveau de corruption, je vais dire normalisé, tu vois, c'est devenu un truc complètement normal. Moi, c'est vrai qu'en France, par exemple, avant de lâcher un pot de vin, j'en ai jamais fait en France, tu vois. J'en ai jamais fait. Pas que j'en ai fait en Afrique, mais je sens que parfois, quand un certain deal va se présenter, ça risque d'être une condition sine qua non avant d'obtenir le deal. Et quand j'écoute mes pairs, je me rends compte que bah, on est, tout est politisé, on n'évolue pas si on ne lâche pas des billets. Et donc, je me demande et imagine à l'échelle de plusieurs pays, si une boîte tech doit réussir à se faire accepter par plusieurs pays et être portée par plusieurs gouvernements, t'imagines le nombre de billets que cette boîte va devoir lâcher dans chaque pays, tu vois. Et donc, c'est juste alarmant, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, après, moi, en France aussi, j'ai travaillé dans des domaines avec beaucoup ouais, des dirigeants, etc., où j'ai vu la même chose. C'est juste que c'est fait différemment. Hum, hum, hum. Fait comment, Mais je comprends. fait comment, par exemple? Les vacances, c'est ça? Ah, non, mais bon, bref. Non, non, tu peux donner un petit exemple. Tu vas pas le lâcher comme ça, quand même. Non, c'est les mêmes mécanismes, Ah, honnêtement. Ouais, sur pas mal de grands deals, hum. c'est les mêmes mécanismes. Mais c'est. Non, c'est le même mécanisme. Mais tu vois, tu as dit un truc qui m'intéresse, c'est qu'il faut que les deals, le niveau des deals soit élevé Mhm. avant qu'on ne voit la corruption. Mhm. J'ai l'impression que, tu vois, par exemple, moi, en tant que boîte,
tech en France, j'ai jamais corrompu personne en vrai, tu vois. Mhm. Mais ici, en Afrique, je sens que même pour obtenir, même sur les enfin les deals de 5 millions, tu vois, 5 millions de francs CFA, tu vas devoir corrompre les gens, tu vois. Mais maintenant, je suis sûr que du coup, le deal dont tu parlais en France, c'est sûr que c'était pas 10 000 euros, c'était pas 20 000 euros, quoi. Bah, après, je pense que, en fait, pour que vraiment ça change, il faut que soit nous-mêmes, enfin, donc du coup, toi-même, est-ce que aujourd'hui, tu es prêt à ne pas faire ça? Hmm, on coupe. Non, je pense qu'on va laisser cette question-là et on va continuer. Donc, si aujourd'hui, Andrea, pas décret ministériel ou bien après conseil des ministres, non, pas décret présidentiel ou conseil des ministres, tu apprenais que tu as été nommé ministre de l'économie numérique, je ne sais pas, dans un pays, disons, la RDC ou la Côte d'Ivoire, on ne sait jamais. Quelles sont les 3 premières réformes que toi tu ferais pour transformer la tech dans le pays où tu serais ministre? Alors là, bon, forcément, je serais obligée de... Ah ouais, je sens les femmes. Ah oui, 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 ça fera partie de ma stratégie, ça c'est clair. Donc, premièrement, oui, ce serait ça. Deuxièmement, l'éducation. Mhm, Donc, un gros point sur l'éducation. Éducation et formation. mhm, Donc, vraiment, l'éducation au niveau académique et même l'apprentissage. Troisièmement, l'innovation. mhm. Et qu'est-ce que tu mets dans l'innovation? Ce que je mets dans l'innovation, ce serait vraiment euh, ce serait vraiment sur quoi on peut capitaliser dans notre économie pour innover et, euh, et même devenir une référence en termes d'innovation sur ça, Mhm, on va dire. mhm, Vraiment. Euh, des fois, c'est vrai que tout faire en même temps, c'est bien, mais aussi trouver quelque chose dans lequel le pays va se spécialiser et on va le reconnaître pour ça. Et puis ça peut en fait faire un effet de levier mhm. pour tout le reste. Je sais pas si je suis claire. Ouais, non, je vois à peu près. Mais vraiment identifier quelque chose où on va dire que en termes de référence tech sur ça, c'est ce pays. Bon, je sais pas, Ajeke, là, ça a été déjà en Côte d'Ivoire, ça a été labellisé. Donc, tu vois, c'est un genre de truc comme ça, mais côté innovation. C'est ça. C'est pas comme l'Inde, par exemple. Tu vas créer le ATK numérique. Mais voilà, ils se sont vraiment spécialisés sur le développement. Hmm, Et donc, en fait, trouver aussi quelque chose sur lequel nous, on va se spécialiser, hmm. mettre beaucoup plus d'efforts dessus, miser, en fait. Parce que pour moi, je suis quelqu'un, j'aime prendre des risques. Ouais. Donc, et j'aime aussi, enfin, voilà, j'aime trouver des idées, prendre des risques et miser sur une idée et un risque. Donc, je pense que même à ce niveau-là, je le ferai. Et puis, je vais voir ce que ça donne. Hmm, 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 hmm. Si ça ne marche pas, vous va me virer. Et du coup, selon toi, quel est cet entrepreneur-là africain, je ne sais pas, que tu admires le plus et que toi tu trouves sous-coté? Franchement, j'arrive jamais à répondre à cette question. Ah oui? Ouais. Parce que au début, quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, j'avais cette liste-là, en fait. Mm. Si tu me posais la question, j'allais sûrement te répondre. Mais aujourd'hui, Elle me répondre qui dans le temps? bon, qui j'allais répondre? Jean-Luc Conan au moins. Oui, ouais, en fait, tout à fait, parce que c'est une personne qui m'inspire énormément, avec qui j'ai eu la chance de travailler, etc. Donc vraiment, j'allais pouvoir répondre, voilà, Jean-Luc Conan, même Steven Bedi, etc. Enfin, vraiment, j'allais pouvoir donner des noms.
En entrepreneur, homme ou femme? Homme ou femme, n'importe Voilà, en tout cas, j'allais pouvoir donner un nom. Mais en fait, aujourd'hui, franchement, en fait, je parle à tellement de personnes dans l'écosystème et je trouve ça tellement incroyable Mmh, que les personnes font. Enfin, même toi, parce que ce que tu fais, c'est super en fait. Enfin, même toi, ce que tu fais, c'est super. Les choses dont on a parlé, tu vois, sur la formation, etc. Donc, bref, tous ces sujets-là. Et alors, tu imagines même pas dans Abgenese Tech ce que font les membres, en fait, celles qui entreprennent. Donc, je peux pas répondre à cette question. mmh. Je peux même pas. Parce que la liste est... La liste est trop longue. Ouais. Parce qu'en fait, du fait de Abgenese Tech, du coup, j'entends beaucoup d'histoires et de parcours. Mmh. Donc, j'ai vraiment beaucoup de choses dans ma tête que j'essaie du coup de transformer en livrable pour que ce soit disponible Ouais. à la connaissance des autres. Mais vraiment, dans ma tête, j'ai je connais des entrepreneurs, mais Exceptionnel. ouais, exceptionnels, honnêtement. Ouais. Et du coup, si tu devais lancer un projet entrepreneurial euh, en Afrique aujourd'hui, ce serait lequel? Pas que tu veuilles entreprendre forcément aujourd'hui, mais avec tous ces projets-là que tu vois, qu'est-ce que tu identifies comme opportunité aujourd'hui? Alors, j'ai toujours, j'aime bien l'idée des studios, Hmm, comme les startup studios. Après, voilà, par rapport à mes sujets, j'ai toujours voulu, voilà, avoir peut-être un studio qui soit vraiment, pas que pour les femmes, mais en tout cas, on a parlé un peu de quotas tout à l'heure, etc. Voilà, qui va vraiment permettre, 95% de femmes. pas 95, Après, on va tous se mais en tout cas, identifier, en fait, vraiment identifier les raisons pour lesquelles elles sont moins Ouais, dans certains programmes de financement. ouais, Et puis moi, en fait, je prends ces raisons-là et je fais quelque chose qui lève ces barrières-là ouais. pour inverser la tendance. Donc ça, ce serait, ouais, ce serait sympa. Ouais. Après, il y a des domaines, je pense aussi, sur lesquels il faut vraiment se pencher, comme la cybersécurité. Hmm. Oui, comme par exemple. Mais la cybersécurité, c'est le truc où tout le monde trouve que c'est important, Ouais, mais au moment de lâcher du budget, il n'y a jamais de budget. exactement. Mais c'est pas grave, on va continuer comme ça jusqu'à ce que tout le monde se fasse attaquer. Et puis là, les gens vont lâcher le budget et on sera prêt. Donc, mais oui, pour eux, c'est même plus important que IA et tout ça. Ouais, C'est déjà la souveraineté numérique, ouais. comment est-ce qu'on la sécurise. Donc ça, c'est important. Ouais, ouais, ça c'est un sujet auquel je suis très attaché. Et donc, qu'est-ce que tu considères aujourd'hui comme ton plus gros fail entrepreneurial? Alors, mon plus gros... Et surtout, qu'est-ce que tu en as appris? Ok. Bonne question. Mon plus gros fail entrepreneurial, je pense que c'est... Bon, déjà, l'entrepreneuriat, c'est vraiment que cette année que je me suis lancée dedans. Donc, j'ai pas encore beaucoup d'expérience, mais j'ai beaucoup appris. Et je pense que j'aurais voulu déjà faire les documents légaux du projet plus tôt, parce que c'est des choses qui comptent après quand tu fais des appels à projets, etc. Quand on te demande l'ancienneté et que toi, tu existes en fait depuis ce nombre d'années, mais en fait, tu n'as pas de documents à cette date-là, c'est frustrant. Et c'est un peu frustrant. Et donc ça, oui. Bon, après, je dirais pas que c'est un fail parce que j'ai vraiment le mindset de leçon où j'ai vraiment le mindset de leçon de dire que quand j'échoue, je trouve des solutions. Ouais. Et je suis très orientée solution. Donc même ça, en vrai, c'est pas vraiment un fail parce que tu peux même trouver des solutions. Mais aussi, je dirais que c'est important d'avoir comme des advisory boards quand tu as un projet entrepreneurial. Parce que des fois, tu es tellement
plonger dans ton entreprise, ton domaine. Enfin, des fois, tu peux très vite être comme ça. Et il faut jamais oublier de faire quelque chose qui répond au marché, ou enfin qui répond aux besoins d'un marché, d'une cible, d'un écosystème. Et donc, il faut que aussi il y ait des organes extérieurs avec un œil externe qui te suivent en même temps que tu développes ton entreprise, c'est important. Donc, je pense que c'est une des prochaines choses qu'on va faire avec le projet. Ok, ok, ok. Et si tu devais remonter le temps, changer une décision business que tu as eu à prendre par le passé, bah, laquelle serait-elle? Changer une décision business. Je pense que c'est en tout cas, moi, les gros pain points, enfin, oui, les gros points comme ça que j'ai eus, c'est vraiment toujours sur l'aspect encadrement, contractuel, etc., où j'ai vraiment appris sur le tas, même sur l'aspect financier. Je pense que les décisions, faut aussi se former quand on entreprend. C'est important parce que bah, quand tu es entrepreneur, en plus nous c'est entrepreneur social, donc voilà, tu vas beaucoup bien au-delà de ton expertise en fait. Ton expertise, ça devient c'est un petit 10% de tes activités. Et vraiment pour le reste, c'est comment est-ce que tu gagnes du temps en t'entourant des bonnes personnes qui vont permettre de transmettre les bonnes informations plus vite. Et ça, on n'a pas tout le temps de le faire. Donc, oui, je pense que se former, c'est quelque chose que sur certains aspects que je maîtrise pas. C'est des décisions business que j'aurais aimé peut-être anticiper. Yes. Mais bon, comme j'ai pas choisi de faire, enfin, je me suis pas levée en me disant je vais entreprendre. C'est sorti un peu comme ça, donc. Yes. Ok, on tend vers la fin de ce podcast, mais je vais pas te lâcher avant de te poser cette question. Quelle question encore? Comment était Andrea enfant? Ok, bonne question. Comment j'étais enfant? Euh, Au niveau de mon comportement, En général. en général, bah j'étais très curieuse déjà. Je travaille beaucoup. Euh, Ça n'a pas changé. oui, ça va pas changer. Je crois que c'est pire. Euh, Aussi très proche de ma famille, très proche de ma famille, très admirative de mon papa et aussi je pense aussi on va dire avec une grande joie de vivre parce que j'ai toujours été dans un bon environnement, en tout cas familial, amical et euh, et donc du coup j'ai toujours non vraiment je me suis toujours sentie bien, on va dire, en tant qu'enfant. Et voilà, toujours partante pour faire des projets aussi. Est-ce que ça n'a pas au final un impact Oui, je pense, oui. avec ta vie actuelle Oui, 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 ça a un impact. Ouais. Ça a un impact sur le fait d'être consultante, le fait de créer le projet Abjades Tech, Ouais. African Tech, le fait de toujours aimer chercher des solutions avec, avec les Abjades Tech pour voir comment on va faire. On n'a pas d'argent, mais comment on va faire quand même. Et aussi lever les barrières parce que c'est pas facile, enfin c'est pas facile d'aller chercher des opportunités, c'est beaucoup demander et parfois voilà ça demande aussi du courage, oser. Et du coup quand tu sais que tu as des gens derrière qui comptent sur ça et tout, ça lève aussi ce petit stress ou cette gêne, ça lève beaucoup de choses. Et donc du coup bon, tant qu'on me dit pas non, je demande pour les Intech. Donc voilà. Et donc, merci à vous qui nous avez suivis jusqu'à la fin. Est-ce que, Andrea, tu veux bien dire un mot de la fin Le mot de la fin,
Je dirais que au-delà de être Abjalis Tech, etc., je pense que ce qu'on a vraiment compris et ce qui nous drive maintenant, c'est vraiment la puissance de créer des connexions, des collaborations avec des femmes qui sont engagées comme nous dans d'autres pays. Et franchement, c'est ça qui nous a donné l'envie de faire African Tech et de se dire qu'on va essayer maintenant de faire quelque chose qui va réunir les femmes, mais pas que dans leur propre écosystème, Mm, mais même au-delà de l'écosystème. mm, Et voilà, donc j'invite vraiment, enfin, en tout cas, j'invite vraiment tous ceux qui connaissent des femmes dans le domaine de la technologie en Afrique à suivre à suivre le projet. Parce que je me dis que quand on va vraiment réussir à créer ce réseau-là un peu partout, franchement, je pense qu'on va augmenter la participation et l'influence des femmes dans la tech en Afrique. Franchement, félicitations pour ce que tu fais et maintenant félicitations pour ce que vous faites ensemble. Euh, L'associatif est souvent bénévole, en tout cas pendant un bon moment. Et donc, c'est toujours admirable de voir des personnes qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur réseau, de leurs ressources pour faire émerger une cause noble. Donc, bah, écoute, on souhaite que votre cause réussisse et on se dit à très bientôt. Merci, Andrea, et bye bye à tous. N'oubliez pas de vous abonner. Tchuss!